Là, lentement, un officier ouvrit toute bonne. Mon Laporte s'est introduit lui-même, sans plus de façon, dans la chambre de l'empereur où j'étais à travailler avec lui. Ses intentions, du reste, étaient bonnes. C'était le capitaine d'un petit bâtiment venu avec nous qui est parti pour l'Europe et avait voulu venir prendre les ordres de l'empereur. Napoléon revint sur le sujet de la veille et s'animant par degrés lui exprima pour son gouvernement les pensées les plus élevées, les plus fortes, les plus remarquables. Je les traduisait à mesure et rapidement. L'officier semblait frappé de chaque phrase et nous quitta, promettant d'accomplir fidèlement sa mission. Mais rendra-t-il les expressions, l'accent surtout dont je fus témoin? L'empereur en fit rédiger une espèce de note que l'officier aura trouvée bien faible auprès de ce qu'il avait entendu l'abondance. La voici, note. L'empereur désire pour la retour du prochain oiseau avoir des nouvelles de sa femme et de son fils et savoir si celui-ci vite encore. Il profite de cette occasion pour réitérer et faire parvenir au gouvernement britannique les protestations qu'il a déjà faites contre les étranges mesures adoptées contre lui. Premièrement, le gouvernement l'a déclaré prisonnier de guerre. L'empereur n'est point prisonnier de guerre. Sa lettre au prince régent, écrite et communiquée au capitaine Maitland avant de se rendre à bord du Bellerophon, prouve assez au monde entier les dispositions et la confiance qui l'ont conduit librement sous le pavillon anglais. L'empereur peut ne sortir de France que par des stipulations que vous ont prononcées sur ce qui était relatif à sa personne. Mais il a dédaigné de mêler des intérêts personnels avec les grands intérêts dont il avait constamment l'esprit occupé. Il peut se mettre à la disposition à l'empereur Alexandre qui avait son ami, ou de l'empereur François, qui était son beau-père, mais dont la confiance qu'il avait dans la nation anglaise. Il n'a voulu d'autre protection que les lois, et renonçant aux affaires publiques, il n'a cherché d'autres pays que les lieux qui étaient gouvernés par des lois fixes, indépendantes des volontés particulières. Si l'empereur eût été prisonnier de guerre, les droits des nations civilisées sur un prisonnier de guerre sont bornés par les droits des gens et finissent ailleurs avec la guerre même. Le gouvernement anglais, considérant l'empereur même arbitrairement comme prisonnier de guerre, son droit se trouvait alors borné par les droits publics ou bien il pouvait, comme il n'y avait point de cartel entre les deux nations dans la guerre actuelle adoptée vis-à-vis de lui les principes des sauvages qui donnent la mort à leurs prisonniers. Ce doit être plus humain, plus conforme à la justice que celui de le porter sur cet affreux rocher la mort qui lui eût été donnée à bord du Bellerophon en rade de Plymouth eût été un bienfait en comparaison. Nous avons parcouru les contrées les plus infortunées de l'Europe. Aucun ne saurait être comparé à cet aride rocher privé de tout ce qui peut rendre la vie supportable. Il est propre et renouveler à chaque instant les angoisses de la mort. Les premiers principes de la morale chrétienne et ce grand devoir imposé à l'homme de suivre sa destinée, qu'elle soit
pouvons l'empêcher de mettre lui-même un terme à une si horrible existence. L'empereur met de la gloire à demeurer au-dessus d'elle. Mais si le gouvernement britannique devait persister dans ses injustices et ses violences envers lui, il regarde comme un bienfait qu'il lui fasse donner la mort. Le bâtiment partant que l'Europe chargeait de cette note était le Red Bull Capitaine Desmond. Qu'on passe sur l'insipide monotonie de nos plaintes, on les retrouvera toujours là même sans doute, mais qu'on se dise bien qu'elles ont dû nous causer beaucoup d'ennuis à répéter qu'on aura à les lire. Mercredi 25 ou vendredi 27, l'empereur s'habillait de fort bonne heure. Il faisait dehors quelques tours. Nous déjeunions vers les 10 heures. Il se promenait encore. Nous nous mettions ensuite au travail. Je lui disais ce qu'il m'avait dicté la veille que mon fils avait recopié le matin. Il le corrigeait et me dictait pour le lendemain. Nous ressortions sur les 5 heures et revenions dîner à 6 heures si toutefois le dîner était arrivé de la ville. La journée était bien longue, les soirées étaient bien plus encore. Malheureusement, je ne connaissais pas les échecs. J'eus un moment envie de les apprendre la nuit, mais comment et de qui je me tenais pour savoir un peu. Les piquets, l'empereur s'aperçut bientôt de mon ignorance. Il tint compte de mon intention, mais c'est ça, quelquefois le désœuvrement les conduisait dans la maison voisine où les petites demoiselles faisaient jouer au whist. Plus souvent encore, il restait à table après le dîner et causait assis quand la chambre était trop petite pour s'y promener. On de ces soirs, il se fit apporter un petit nécessaire de campagne. On examina minutieusement toutes les parties et me donna, disons, il y a bien longtemps que je m'en suis servi le matin de la bataille d'Austerlitz. Tu passeras au petit manuel, continua-t-il en regardant mon fils. Quand il aura 30 ou 40 ans, nous ne serons plus, mon cher. L'objet n'en sera que plus curieux. Il le fera voir et dira, c'est l'empereur Napoléon qui l'a donné à mon père, à Sainte-Hélène. Je me saisis du don précieux et je lui porte une espèce de culte. Je le vénère comme une sorte de relique. Passons de là à l'examen d'un grand nécessaire. Il parcourut des portraits de sa propre famille et des présents qui lui avaient été faits à lui-même. C'était le portrait de Madame la reine de Naples, les filles de Joseph, de ses frères, du roi de Rome, un Auguste et une Livie des plus rares, une continence de Scipion à un autre antique du plus grand prix donné pour le pape, une pierre légant sur boîte, une autre boîte avec un Charles Quint, un autre encore avec un terrain, d'autres enfin dont il se sert journalement couvert de médaillons ressemblaient de César, d'Alexandre, de Sylla, de Mithridate. Venions ensuite quelques tabatières où était son portrait enrichi de diamants. Il en cherche. Alors tout à coup, un sans diamant ne le trouvait pas. Il appela son valet de chambre pour qu'on le lui donnât. Malheureusement, ce portrait se trouvait encore à la ville avec le gros des effets. J'en fus fâché, je pouvais croire que j'y perdais quelque chose. L'empereur alors passa en revue plusieurs tabatières de Louis XVIII qui avaient été laissées sur sa table aux Tuileries
lors de son départ précipité, Toon présenté sur un fond noir en pâte imitant l'ivoire et dans un contexte dur, bizarre. Les portraits de Louis XVI, de la reine et de Madame Elizabeth. Ils formaient trois croissants adossés l'un à l'autre en forme de triangle équilatéral. Une quantité de chérubins fort serrés formaient la bordure extérieure. Une autre boîte représentait une chasse où la vie est croquée et qui ne pouvait avoir d'autre mérite que la main qui l'avait fait. On la croyait de Madame la Duchesse d'Angoulême. Une troisième enfin présentait un portrait qui devait être, selon les apparences, celui de la comtesse de Provence. Ces trois objets étaient simples et même communs et ne pouvions avoir de précieux que leur historique.